du roman. L'histoire, et même la plus belle, manque de matière. Elle est toujours abstraite un peu, l'épique est solide et réelle par ce mouvement qui dévore la pensée. L'histoire, comme on l'a dit, enchaîne autrement les actions, mais elle part des actions toujours et ne remonte aux causes, idées, sentiments ou passions que d'après les discours et les écrits. C'est pourquoi les suppositions qui y sont permises sont toujours de ces maximes générales qui vivent un moment par la grandeur de l'action et par la forme serrée et forte. L'histoire se trouve souvent vide de contenu parce qu'elle adopte les motifs d'action que chacun avoue et contraste avec l'étendue des conséquences et la puissance des obstacles. Ce genre de raison, prise de l'intérêt général et d'une vanité imaginaire, n'ajoute rien aux faits. Le vrai historien regarde au-delà, mais par la loi de l'histoire, d'après laquelle il faut toujours remonter des actions aux causes et des discours aux motifs, il est condamné à se mouvoir dans un ordre abstrait, comme l'on fait lorsque l'on discerne l'intérêt ou l'ambition, enfin les passions de théâtre. Mais les passions réelles, plus puériles, plus fortes, mieux liées au mécanisme du corps, échappent à l'historien. Ainsi, aussi remarquez que l'histoire ne se distingue nullement du roman par les actions, ni par l'analyse des caractères, mais bien par ce genre de vérité qui dépend des témoignages, et qui en conserve toujours la forme. Bref, le confidentiel n'a point de place dans l'histoire. Elle fait revivre tout au plus les hommes comme nous les voyons vivre, remontant toujours des actions aux motifs. Or, ce qui est romanesque, c'est la confidence, qu'aucun témoignage ne peut appuyer, qui ne se prouve point et qui, au rebours de la méthode historique, donne la réalité aux actions. Les confessions seraient donc le modèle du roman. Il faut insister là-dessus, car le roman a fait naître deux mots, romanesque et romantique, qui sont un bon exemple de ces inventions viables, d'ailleurs rares, mais assez riches de sens pour rivaliser avec les mots les plus anciens. La partie historienne d'un caractère est ce par quoi il tombe sous le jugement de l'histoire. Ce sont des pensées et des raisons tirées de témoignages, destinées au témoignage. Mais la partie romanesque ou romantique d'un caractère comprend les passions véritables. J'entends les rêveries, les joies, les tristesses, les dialogues avec soi, dont la politesse et la pudeur détournent de parler. Au reste, cette partie de l'âme ne prend quelque développement que chez les rêveurs, et surtout par l'œuvre même, car l'action réelle dévore le rêve. L'action dépend des témoins, et par suite les raisons empruntent beaucoup aussi au témoignage. Nous ne savons rien des rêveries de Bonaparte, et pour lui-même, il est vraisemblable que son ambition suivit ses actions, car le succès même nous détourne toujours et quelquefois nous renouvelle. Et c'est bien une idée romanesque ou romantique de juger que l'action ne réalise jamais le rêve. Toute action est sociale, et si elle n'est pas déterminée par les circonstances, elle relève alors d'un jugement immédiat, fondé sur les perceptions du moment. Ces motifs réels n'ont jamais rien de romanesque. L'action de guerre est riche en enseignements là-dessus, car on y distingue aisément des rêveries presque sans forme, et puis des raisons abstraites qui conviennent au témoignage, et enfin des raisons réelles qui naissent du moment et de la perception. En tout homme, le romanesque est donc détruit d'instant en instant, et à dire vrai, comme tous les essais de pure imagination, la rêverie romantique divague bientôt. Aussi, elle n'échappe à l'action que pour périr par l'ennui, mais ici apparaît l'œuvre, où l'action soutient la rêverie. Il n'y a donc point de romanesque hors du roman. Il semble que l'œuvre propre du romancier soit de traduire le romanesque en action, et ce n'est pas alors l'action qui est romanesque, c'est plutôt le rapport de la rêverie à l'action qui définit le roman, l'action ici donnant de la consistance au rêve au lieu de l'abolir. C'est pourquoi l'action réelle n'entre jamais dans le roman, et cela est encore vrai quand le romancier raconte une action réelle, et telle qu'il a vue. Le romancier n'est donc nullement historien. La liaison de la rêverie à l'action suffit pour enlever au récit le plus véridique la moindre apparence d'histoire. Et enfin, le roman s'oppose à l'histoire encore plus fortement quand l'historien et le romancier peignent les mêmes personnages et racontent les mêmes actions. Ainsi, ce qui est fiction dans le roman, ce n'est pas principalement le récit, mais c'est le lieu, le lien d'analyse qui fait que les actions sont le développement des pensées. Et dans la vie réelle, cela n'est jamais. Aussi la question de savoir si un récit est vrai ou non, ou si l'auteur a inventé ou changé peu ou beaucoup, est tout à fait importune, dès que le roman fait sentir sa beauté ou sa puissance, ce qui est tout un. Ainsi, c'est l'humain et l'individuel humain qui font de tout. L'histoire, au contraire, par son caractère abstrait, ramène toutes les actions à des causes extérieures. C'est pourquoi l'idée fataliste domine l'histoire.
Et faute d'un mouvement rythmé assez puissant, l'historien est sujet aux passions tristes. Mais il n'y a point de fatalité dans le roman. Au contraire, le sentiment qui y domine est d'une vie où tout est voulu, même les passions et les crimes, même le malheur. Par là, le vrai roman surmonte les peines, en réveillant le pardon, l'espérance et l'amitié. Des états d'âme. Il y a de forts préjugés concernant la vie intérieure. Beaucoup d'hommes cultivés croient, d'après une philosophie mal dirigée, que la vie intérieure de pensée, de souvenirs, de sentiments se développe sans que les sens s'exercent. Ils fermeraient bien les yeux et se boucheraient les oreilles, comme veut Descartes, afin de savoir ce qu'ils pensent et de mieux goûter ce qu'ils sentent. Mais il faut un jugement puissant pour soutenir cet état, et encore pendant de courts instants, et dans le silence des passions. Si au contraire on se laisse vivre sans rien percevoir, les pensées et les sentiments échapperont en même temps que les objets. L'imagination, ainsi qu'il a été dit, ne va pas loin dès que nous ne percevons plus les choses, et nos pensées ne se soutiennent que par la perception actuelle de l'ordre extérieur. Hors de là, nous sommes réduits aux mots. La pensée est commune et pauvre. Pour le sentiment sans pensée, il se réduit à la connaissance confuse de l'état du corps. Aussi, ce genre de songerie fait des hypochondriaques. Bref, il y a de sentiments que par la pensée, et nous pensons des objets. La vie intérieure, qui serait mieux appelée la pensée individuelle, suppose donc un point de vue sur le monde et des fenêtres ouvertes. Par cette contemplation, les souvenirs s'éveillent et les sentiments fleurissent. Aussi voyons-nous que le goût de la rêverie ne se sépare point de l'amour de la nature. Les amoureux ne s'y trompent point, qui attachent tant de prix aux objets et même à une fleur fanée. Mais l'écrivain s'y trompe souvent et se perd dans les lieux communs, car les mots considérés seuls ne s'enrichissent point, mais au contraire s'appauvrissent. C'est une erreur d'apprenti que de choisir pour support des sentiments et des actions un pays qu'il n'a point vu, parce que l'ordre extérieur manque, tout est faible et inconsistant. Ces remarques expliquent assez des descriptions de lieux, et qui quelquefois paraissent un peu longues et même assez ennuyeuses pour le lecteur sans expérience. On comprend du même coup que les imitateurs prennent pour fin ce qui n'est réellement que moyen, comme si un roman devait être une espèce de guide pour le voyageur. Dans le fait, ces descriptions démesurées sont de fausses promesses, auxquelles le lecteur ne se laisse pas prendre deux fois. Toutefois, il arrive que dans les belles œuvres, comme le Lys ou Béatrix, la préparation descriptive fatigue un peu à la première lecture, mais aussi les éclairs du drame sont alors comme une lumière qui ne rend compte au point l'objet. C'est pourquoi les beaux romans sont peut-être plus difficilement reconnus que les belles peintures. J'en ai cité deux, dont l'un est méconnu et l'autre inconnu. En vérité, le roman ressemble aux monuments et aux statues en ceci qu'il faut les revoir et les explorer. On comprend alors le prix de ces détails dont chacun portera une pensée et un sentiment. Et quand on relit, il y a un pressentiment dans les moindres traits. Aussi, le vrai roman n'est-il pas de ces œuvres qui plaisent par la surprise, et au sujet des descriptions, cela suffit. Il est clair que les objets aussi exactement décrits que l'on voudra n'ont pourtant pas la solidité des choses. Il faudra dire en quel sens le lecteur les voit. Mais les sentiments supposent des pensées aussi, non pas les pensées des sentiments, car la divagation gâte aussitôt toute méditation de ce genre, comme on peut voir chez les mystiques, mais des pensées véritables, des pensées d'objets. De cette manière encore, l'ordre extérieur règle les sentiments et les fortifie. Dans la vie réelle déjà, où il est clair par exemple que l'amour se multiplie par l'échange des pensées sur toute chose, mais surtout dans le roman, où il faut que les idées nous prennent d'abord, car on ne peut sentir avec le personnage que si l'on pense d'abord avec lui, pour cette raison que les sentiments d'un homme ne lui sont connus que dans ses pensées. Cela ne veut point dire, comme on feint parfois de l'entendre dans les discussions, que le sentiment se réduise à de froides et abstraites notions, mais c'est pourtant par le jugement que l'amour s'éclaire, ou bien il n'est que mouvement et penchant, comme on dit si bien, et il se développe en lieu commun. Par les pensées donc, je me substitue au personnage, et de là je découvre cette perspective d'objet, d'action et de sentiment qui fait sa vie intérieure et cachée. Là se trouve encore une différence entre le roman et l'histoire. C'est que lorsque je lis l'histoire, je suis spectateur, non acteur. Ainsi les personnages sont tous au rang d'objets et leurs idées sont abstraites. J'entends bien distinctes de celles que je forme en lisant. C'est pourquoi les discours remplacent les idées dans l'histoire et souvent dans le roman aussi, quand ils racontent sans penser. Et au rebours, l'histoire devient roman dès que l'auteur décrit comme décrirait le personnage, ce qui le conduit à penser et à sentir avec lui, à être lui autant que cela se peut. Il y a bien de la différence entre les perceptions du spectateur et celles de l'agent,
car tout se meut par l'action et les perspectives changent, et ces apparitions enchaînées par l'action sont sans doute tout le réel que les mots peuvent présenter à un lecteur solitaire. Mais je demande au lecteur beaucoup de patience, car il faut vaincre ici des lieux communs bien forts. Le personnage, la fiction propre au roman est que le lecteur n'ignore rien des pensées du personnage ni des sentiments qui les accompagnent, mais on trouve toujours dans un roman un centre de perspective, autrement dit un sujet pensant principal à l'égard duquel les autres personnages jouent le rôle d'objet. Et souvent, comme dans le Lys, c'est le principal personnage lui-même qui décrit et raconte. Même sans cet artifice, un roman suppose toujours quelques personnages auxquels le lecteur s'identifie, réfléchissant, agissant, rêvant avec lui sans mensonge possible. La vallée est toujours vue par Félix. Nous ne savons pas comment Madame de Mortsauf la voit, et nous ignorons encore plus les perspectives, les projets et les rêveries du conte. Ainsi, à bien regarder, un roman n'est jamais un spectacle où tout serait objet, agissant ou parlant. C'est toujours le tableau d'une vie intérieure, j'entends individuelle, et telle que chacun ne connaît naturellement que la sienne. Et il n'y a rien de plus dans les événements que ce qu'il en connaît ou ce qu'on lui raconte. Les traits les plus cachés de Madame de Rênal sont toujours de ceux que Julien a pu découvrir, et pour Monsieur de Rênal c'est encore bien plus visible. En cela consiste l'unité du roman, et les auteurs ne s'écartent guère de cette règle, ou bien s'ils l'oublient un moment, le récit prend aussitôt l'allure de l'histoire, ce qui déplace violemment le lecteur et soudain refroidit les images et en même temps les brouille. Peut-être plusieurs vies intérieures en conflit, comme le permet le roman par lettres, donne-t-elle plus de variété, mais pas par cet abus d'analyse, l'objet manque aussi, car la vie romanesque ne s'éclaire que par l'opposition des objets, par la présence du monde, et dans le monde des objets, il faut compter les hommes aussi. C'est en quoi la Julie est inférieure aux confessions. Enfin, le thème de tout roman, c'est le conflit d'un personnage romanesque, avec des choses et des hommes qu'il découvre en perspective à mesure qu'il avance, qu'il connaît d'abord mal et qu'il ne le comprend jamais tout à fait. Au regard de sa fille, le père Grandet est un objet. Aussi le roman a pour titre Eugénie Grandet. On peut essayer d'imaginer ce que serait le roman si Grandet en était le principal personnage. Mais il y aurait alors quelque chose de romanesque dans ce caractère, ce qui, à première vue, s'accorde assez mal avec l'avarice. Toujours est-il que dans l'œuvre de Balzac, les rêveries de Grandet nous sont connues que par ce qu'il dit et par ce qu'il fait. Mais en allant plus avant, on pourrait dire que ce genre de caractère ne s'oppose pas aux forces extérieures, mais plutôt les accepte et s'y joint, ce qui fait que la vie intérieure est ici une sorte de désert inexprimable peut-être. Et même la vie intérieure de Madame de Mortsauf est sans doute plus simple que Félix ne croit, et plus simple assurément qu'il ne voudrait. On la devine d'après la lettre de la morte, et d'après quelques traits de son agonie. Par ces moyens, le monde reste fort, et la pensée romanesque saisit son terme antagoniste, ce qui l'a fait exister aussi. Je distinguerai d'après cela trois sortes de personnages dans les romans. D'abord, le personnage qui pense pour le lecteur et à la place de qui le lecteur se met toujours. En ce sens, un roman n'est qu'un monologue. Et comme je ne suis point deux, ainsi il ne faut qu'un personnage de ce genre. Et s'il manque, c'est l'auteur même qui m'invite à penser et à observer avec lui. D'autres personnages sont connus seulement par leurs actions, leurs gestes et leurs paroles, autant que le principal personnage les perçoit. Mais la confiance ou l'intimité permettent ici de deviner beaucoup. Et de plus, les sentiments romanesques agissent aussi sur eux et les éveillent par éclair. Mais ils sont de l'objet déjà, et déjà engagés dans le mécanisme extérieur. Encore y a-t-il ici des degrés, et Mathilde est bien loin de nous, moins accessible et plus chose que Madame de Rênal. La troisième espèce comprend les Samanon, les Hochons, les Cibot, les Fraisiers, les Listomère, les Conti. C'est un peuple d'automates, non point secondaire d'importance, mais soutenant le monde des hommes au contraire, et lui donnant force et résistance d'objets, de quoi le romanesque ne sait pas grand-chose, ni personne, quoique contre quoi nul ne peut rien. Ils parlent et agissent selon la nécessité, leurs portes fermées, on ne sait plus rien d'eux. J'ai longtemps remarqué la puissance de ces figures qu'on dirait épisodiques. J'entends extérieure aussi bien pour elles, mais je n'ai pas compris sans peine que cette puissance venait de ce que ces esquisses, en traits et en action seulement, sont par leur être même des esquisses, en ce sens que la vie romanesque y est niée, absolument.
Même leurs affections sont sans conscience. C'est pourquoi ni amour ni prière ne les touchent. De Marsay est sans doute la plus saisissante de ces figures sans pensée ou sans conscience, dans tous les sens de ce mot si riche. Le puéril de Mortzoff encore, et tant d'autres. Tous ces degrés d'être font un monde plein que la pensée romanesque éclaire et dessine en tous ses reliefs. Ces remarques aideront à comprendre ce que c'est qu'un roman sans matière et fait seulement de confidence. Discipline de l'imagination dans le roman. Pour les beautés de la nature, il s'en faut qu'une exacte description remplace la chose. D'après cela, l'écrivain ne devrait jamais compter sur la description nue, même si la description approchait d'un dessin, mais elle n'approche point. Nul lecteur n'a le pouvoir de contempler comme des objets des choses que l'écrivain lui présente. Notre imagination, quand elle n'est point limitée par quelque objet, nous jette d'une esquisse à l'autre, ainsi qu'on voit dans les rêves et dans la rêverie libre, et presque toujours, comme chacun sait, les images à peine formées s'enfuient en désordre. L'esprit le plus puissant ne pourrait trouver de lien entre elles. Cette poursuite est bête et bientôt ennuie. Au mieux, ces folies de l'imagination jetteront le lecteur dans des rêveries tout à fait étrangères à ce qui est décrit par l'écrivain. C'est pourquoi une longue description est toujours dangereuse. Et même dans les belles œuvres, elle commence souvent par rebuter. Aussi, les livres médiocres composés selon l'art de plaire un moment ne s'attardent pas aux descriptions. Une belle œuvre les soutient par un retour de pensée naturel au lecteur de prose. Mais quand on lirait 20 fois la description d'Issoudun ou la vallée du Lys, on ne les verra toujours pas si on ne les a aperçus. On croira les voir, comme on dit si bien. On y sera fortement ramené. Si l'on y fait attention, il y a un contraste bien frappant entre la puissance de ces objets et l'instabilité des images qui nous les représentent. C'est assez dire qu'un roman n'est pas principalement une œuvre d'imagination. On le dit pourtant, et beaucoup le croient, mais cela trompe plus d'un auteur et contribue à faire croire qu'il est facile d'écrire un roman. Il n'existe point d'œuvre d'art, en aucun genre, qui ait pour fin de produire en nous des rêveries libres. Et remarquons que les cérémonies, les conversations et les jeux ont pour fin de vaincre l'ennui en interrompant l'entretien paresseux avec soi, qui n'est que rarement supportable. Or, la prose semble ici avoir moins de pouvoir que la poésie et l'éloquence, qui forcent l'attention presque autant que la musique. Et il semble que les belles œuvres de prose sont pour presque tous d'un faible secours, mais il est d'expérience aussi qu'elles ont un pouvoir souverain sur ceux qui ont la patience de lire. Il n'est pas facile d'expliquer comment l'imagination est si bien retenue, sans aucun mouvement extérieur et sans aucun objet que les mots. Ce problème n'a point de sens pour la critique littéraire improvisée et sans principe. On se borne à dire qu'un grand écrivain sait peindre avec des mots. Mais l'homme de goût fera pourtant à ce sujet une remarque, c'est que les œuvres de prose, et surtout romanesques, périssent dès que la description y est prise comme fin, et ces remarques-ci sont pour aider à comprendre la prompte décadence de cette peinture sans toile, ni couleur. En bref, on pourrait dire que les deux moyens de la prose sont la pensée et le récit. C'est par là que les objets se tiennent et que les sentiments prennent forme. Enfin, la description doit être soutenue, et c'est l'art du romancier de ne point construire ses paysages et ses maisons sans penser, comme aussi de ne point faire porter aux sentiments et aux actions des édifices démesurés. En ce sens, les descriptions de Balzac promettent beaucoup, mais non pas trop. La première remarque à faire au sujet de ces préparations, c'est que toutes les parties en sont liées par des jugements. C'est ainsi que la prose construit. On dirait que la pensée cherche alors une prise partout, au lieu que la poésie décrit assez par juxtaposition, parce que le rythme nous tient. Il faut donc que cette description soit science en toutes ses parties, de façon que le jugement lie une partie à l'autre. Et à ce sujet, l'on comparera utilement les analyses descriptives de Balzac ou de Stendhal avec d'autres peintures littéraires, comme celle de Carthage dans Salammbô, qui ne traduisent que les apparences des choses. Tout édifice de prose tient par la pensée d'abord. Ainsi, les images mouvantes sont retenues ou ramenées autour d'un centre. On oserait dire qu'ici, c'est la pensée qui fait corps et matière. Si le lecteur résiste, c'est qu'il entend par pensée des formules abstraites qui, à vrai dire, ne saisissent rien. Et il est pourtant vrai que Balzac ou Stendhal ont mieux compris ce que c'est qu'une ville comme Alençon ou Verrières, qu'aucun géographe ne l'a encore su faire.
chose digne de remarque. L'imagination n'entre pas d'abord en jeu dans ces descriptions. Elle semble un peu abstraite, on n'y voit que les jugements. C'est ensuite, et dans le récit, que les choses se montrent, non pas étalées et en spectacle, mais comme elles accourent, apparaissent et disparaissent autour de l'homme qui agit. L'image vive alors est un instant, parce que l'action nous entraîne. Et observez ce qui arrive à ceux qui lisent mal. Les descriptions leur semblent froides, parce qu'ils ne prévoient pas l'action, et l'action leur paraît nue, comme elle est en effet dans le récit, parce qu'ils n'ont pas assez suivi les descriptions. Et comme enfin les sentiments naissent de l'action, mais veulent des objets aussi, on retrouve ici la loi de la prose, d'après laquelle tout doit s'offrir en même temps, après détour et retour, au lieu que le rythme du poète s'oppose à ces mouvements-là. On comprend peut-être assez maintenant comment prose et poésie se distinguent et même s'opposent, ce qui explique qu'un poème didactique et une prose rythmée soit également insupportable, quelque talent qu'on y emploie.